everyone, bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Distanciation sociale oblige en mesure barrière ici aux États-Unis. Nous sommes de nouveau en dehors de nos studios. Nous ferons un saut dans cette émission en RDC, voir comment la sensibilisation se poursuit, notamment avec des artistes. Nous irons également au Sénégal à la rencontre de jeunes chercheurs. Coronavirus, le monde du spectacle faisant partie des milieux affectés, on ira au Sénégal pour voir comment des nombreux danseurs vivent ces moments difficiles. Rencontre en fin d'émission avec l'un des personnages principaux de la série Cacao. Nous avons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et bien sûr, English Time with Michelle Joseph. Oui, elle nous revient dans Anglais Express. Et bien sûr, nous aurons aussi notre collègue Arzuma Compaoré qui nous revient dans Afrique numérique pour les techies. Ah oui, les techies ou devais-je dire les personnes férues de technologie. Aïe et Kia, on commence aujourd'hui en RDC. En République démocratique du Congo, la pandémie de Covid-19 continue de se propager. C'est pourquoi le gouvernement a pris une série de mesures. Plusieurs quartiers de Kinshasa sont toujours confinés. Cela met à mal certaines franges de la population, travaillant notamment dans les bars ou dans les rues. Et plusieurs collectifs continuent d'essayer de sensibiliser. L'artiste Yekima le fait à travers son art, à travers le slam. Plus de précisions avec Yakoba Ouedraogo. Yekima de Bella est entré en studio pour deux causes. Sensibiliser à la lutte contre le nouveau coronavirus, mais aussi tirer la sonnette d'alarme sur la précarité aggravée de ses compatriotes avec l'arrêt de leurs activités à cause du Covid-19. Dans son single intitulé Mpiaka Corona, une contraction de Mpiaka qui signifie manque en lingala et Corona pour parler de la pandémie de Covid-19, l'artiste congolais d'Afro-Slam interpelle les autorités sur la situation des habitants des quartiers pauvres et surpeuplés de Kinshasa. Face à cette onde de choc qui a débordé, on a perdu de nos proches, donc c'est important d'observer ces mesures d'hygiène, et je le dis dans la chanson, mais il est important de lever des options ou de prendre des mesures en tenant compte des réalités locales. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour protéger le quinoa dans sa vie quotidienne qui dépend de la débrouillardise quotidienne, du fait qu'il doit sortir chaque jour? Comment encadrer cela? Yekima de Bella chante les habitudes sociales et culturelles des milliers de personnes qui vivent entassées dans les bidonvilles bruyants de Kinshasa. C'est de là qu'il vient. Ici, dans son quartier de Barumbu, il fait face à un point de contrôle de fortune qui marque le début de la Gombe, le quartier des affaires qui contraste avec le sien. Dans le camp, c'est qu'il y a quand même deux communes, deux situations riveraines, elles y sont. Seulement, il y a l'une qui vit un peu lâchée dans cette situation de Covid-19. Il y a une autre qui est confinée, un peu protégée. Le quartier protégé, c'est celui de la Gombe, le centre des affaires verrouillé depuis avril, alors qu'aux alentours, la vie est presque normale, facilitant la propagation du coronavirus que Yekima a surnommé Finrona, disant ne pas vouloir survivre à cette pandémie pour mourir de faim. Bravo à Yekima, hein. Et il sait bien comment je suis son plus grand fan. Comme lui, de nombreux artistes et sportifs aussi du continent africain mettent leur notoriété au service du combat contre la pandémie de Covid-19. Je pourrais aussi citer par exemple le nom de l'artiste Mariuska, la slameuse, toujours en RDC, qui recourt au pouvoir des mots et du hashtag slam pour sensibiliser au danger du Covid-19. Elle rappelle que le corona est bien réel, ce n'est pas une machinerie, mais un fait réel. Bravo aux artistes, on vous aime comme vous êtes.
Allons maintenant au Sénégal. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a des sérieuses répercussions sur le monde de la culture au Sénégal. Comme on reste dans la culture, nous nous intéressons aujourd'hui particulièrement au secteur de la danse. Au Sénégal, le statut des danseurs est souvent précaire. Avec l'annulation de tous les événements, la plupart ont dû se serrer la ceinture ces derniers mois. Regardez ce reportage d'Alison Lekogo. C'est la reprise pour Kumba Misbadji. Danseuse, elle retrouve ce matin les membres de sa compagnie après une pause forcée de plus de 3 mois. Ils sont une vingtaine à faire partie de la troupe folklorique Bakalama et tous sont rémunérés au cachet, autrement dit, sans spectacle, pas de rémunération. Ces 3 derniers mois ont été très difficiles. La danse est notre gagne-pain. Mais nous avons accepté et vécu cela avec foi, situation oblige. Pendant ces mois d'inactivité artistique, nous faisions des petits boulots à droite à gauche pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Hello guys, salam alaikum. Malal Ndiaye est le directeur de la compagnie. Depuis 3 mois, en fait, il est aussi président de la Fédération des ballets et danses du Sénégal. Ces 3 derniers mois, il a dû annuler 5 spectacles, un voyage en Italie et un autre aux États-Unis. Actuellement, on a pris du poids parce qu'on discute, on a un groupe de WhatsApp et tout, mais c'est juste ces discussions, des propositions, des recherches. Mais le corps aussi, ça fait partie. Un danseur, il s'exprime avec son corps. Donc c'est important qu'on puisse reprendre vraiment actuellement le boulot. L'État du Sénégal a mis à la disposition des acteurs culturels 3 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. 50 millions pour le secteur de la danse, soit l'équivalent de 85 000 $. Une somme insuffisante pour les 5 000 danseurs que compte le pays. Nous sommes des pères de famille, il y a des gens aussi, c'est eux qui soutiennent leur famille. Nous, on est venus jusqu'au village pour venir ici. On paye les locations, c'est ça qu'on travaille pour payer nos maisons, quoi. La compagnie Bakalama a vu le jour en 1972. Elle a tissé plusieurs partenariats avec des villes américaines comme Columbus, Détroit et Chicago, et les danseurs de la compagnie rêvent de faire un jour une grande tournée aux États-Unis. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Courage à tous les danseurs du monde entier, car on sait que votre profession a été vraiment mise à mal suite à la pandémie. Alors on a vu certains exemples de personnes qui n'hésitent pas à aller sur la toile et à travailler avec leur fanbase pour pouvoir donner des cours en ligne, que ce soit de danse ou de remise en forme. En tout cas, on pense très fort à vous et on vous souhaite de faire de nombreuses tournées très prochainement dès que la situation va s'améliorer. On prend une toute autre direction en allant à présent en Éthiopie où la fondation Badr a décidé de mettre tout en œuvre pour trouver des sponsors aux familles les plus nécessiteuses. Plus de précisions avec Arzuma Compaoré. Dans un quartier pauvre d'Addis Abeba, Zahra Moudésir, ses 2 jeunes enfants et son frère au chômage parcourent un album photo rempli de souvenirs de moments plus heureux. Le mari de Zahra l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte de son fils Khalid. Peu de temps après, elle a découvert qu'elle était séropositive. Puis vint le cancer du sein. C'est énorme pour moi. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer, je n'ai pas d'emploi car je suis toujours malade et mon frère est également sans emploi. Par conséquent, c'est énorme pour moi. C'est beaucoup. Pourquoi? Je me demande toujours comment je vais payer le loyer et nourrir mes enfants. Cette aide m'a beaucoup soulagé. J'ai même récupéré beaucoup de ma santé après qu'ils ont commencé à me rendre visite. Je ne pouvais pas m'asseoir avant comme ça. Le projet a été mis en place en mai par la Fondation Badr, une ONG éthiopienne qui se concentre sur l'aide aux plus vulnérables de la société. Il a connecté 900 familles comme celle de Zahra avec des sponsors de la capitale Addis Abeba qui versent 2000 birrs, soit $60 par mois à chaque famille. Une famille pauvre aura au moins une autre famille qui peut contribuer mensuellement à 2000 birrs éthiopiens. Ainsi, en plus de soutien économique, cette famille considérera la famille nécessiteuse comme sa propre famille et fera tout ce qu'elle peut pour lui apporter un soutien psychologique, socio-économique et autres. Donc, My Family Project est essentiellement
un programme dans lequel les familles se soutiennent mutuellement. Aujourd'hui est un moment spécial pour Zahra et sa famille, car ils ont finalement pu voir et discuter avec leur marraine, Bethlehem Mekonnen, une infirmière d'origine éthiopienne qui travaille maintenant à Washington DC. Les deux familles sont séparées par des milliers de kilomètres et vivent des vies très différentes, mais ont développé une forte connexion. Même si nous luttons tous partout dans le monde, ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous ici. Nous sommes donc responsables en essayant d'aider et soutenir autant que possible. Les parrains peuvent être des individus, un groupe ou des organisations. Beaucoup sont des Éthiopiens de la diaspora. L'Éthiopie a enregistré 5034 cas de coronavirus et 78 décès, mais de nombreuses autres familles ont été affectées par le ralentissement économique. Alors que le confinement se poursuit dans plusieurs pays, on voit aussi des gestes solidaires s'est multiplié et comme on le sait déjà, les personnes âgées sont les plus vulnérables. Et je crois aussi que si vous avez des personnes âgées ou fragiles dans votre entourage ou parmi vos voisins, vous pouvez par exemple leur offrir votre aide pour faire leurs courses et les aider à limiter leur contact avec l'extérieur. Pour ce faire, n'oubliez pas de continuer à prendre des mesures de protection. Je veux dire par là, par exemple, lavez-vous les mains plus souvent. Voilà, ça c'est les jeunes qui aident les plus âgés. Maintenant ici, la question de hashtag vous et nous, la question hashtag vous et nous de cette semaine, comment ceux qui ont réussi dans la vie peuvent aider les moins fortunés? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. On commence. Pascal Ilunga Lubumbashi, il faut qu'il crée des petites entreprises afin d'embaucher ceux qui n'ont pas de boulot ou encore qu'il les encadre en leur apprenant comment se prendre soi-même en charge. C'est ça, partager l'entrepreneuriat et aider les moins fortunés. Elkia Trionik à Lubumbashi en RDC, trop simple que ça, il suffit juste de montrer le bon chemin aux autres, c'est-à-dire de les encadrer en les sensibilisant sur la gestion et leur offrir des opportunités. Lasga Sek à Dakar, au Sénégal, assister un moins fortuné que soi, c'est l'aider à mieux supporter le lourd fardeau de la vie. Cette pandémie de Covid-19 rend encore plus impérieuse la solidarité avec les plus vulnérables, car si nous ne soutenons pas les pauvres, nous serons tous confrontés aux retombées de la crise pendant de nombreuses années. Merci pour vos nombreuses réponses. On prend une courte pause et on se retrouve dans quelques instants, juste après une courte pub. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, il est temps, it's time for English, all the English lovers. Vous avez très bien compris, il est temps pour Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Le sens de l'écoute, ou l'ouïe, joue un grand rôle, surtout quand on chante ou lorsqu'on joue un instrument de musique. Play by ear, jouer quelque chose par l'ouïe ou par le sens de l'écoute. Cette expression se limite-t-elle au domaine de la musique? Écoutons ce dialogue pour mieux comprendre. Play it by ear. Are you coming on the camping trip? I'm going to have to play it by ear. I might have to work. You work on weekends?
No, not usually, but I'm hoping the boss will need me then. I really don't like nature. Play by ear, c'est en fait attendre qu'une certaine situation se présente avant de prendre une décision. Play by ear, cela veut dire ne pas formuler de projet en avance, ne pas s'engager et plutôt prendre une décision à l'improviste quand le moment est propice. Cette expression a pour origine le contexte de la musique, bien sûr, où cela signifiait pouvoir jouer une chanson après l'avoir entendue, sans regarder la partition. Dans l'exemple que nous avons vu, il était clair que notre ami ne voulait pas aller camper. Et donc, il attendait de voir ce qui allait se passer plutôt que de prendre une décision. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique.com. Place à présent notre rubrique Actualité. Le groupe Les Poussins Choc, groupe phare des années 90, certains rescapés de ce groupe viennent de sortir un nouvel album. Je parle de Yodé et Siro, l'album s'appelle Héritage, il est mis en vente et en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 2 juillet dernier. Et c'est un vrai record car en 48 heures, il a permis 50 millions de francs CFA de recettes. Alors, cet opus de 13 titres connaît un démarrage vraiment exceptionnel. Il faut aussi préciser que le titre On dit quoi est celui qui fait le plus parler de lui, car il traite de la situation en Côte d'Ivoire et des injustices qu'une frange de la population constate. Le groupe en est très fier, vous pouvez même voir sur leur page Facebook. Ils ont écrit ceci, 10 000 CD en 48 heures, merci pour le soutien. En route pour les 50 000 CD physiques à vendre et les millions de streaming sur les plateformes de téléchargement légal. Je vous invite à aller voir de quoi il s'agit, ça en vaut le détour. Héritage de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday, veuve du chanteur français Johnny Hallyday, et les enfants aînés de la star, Laura et David, ont mis fin vendredi à la bataille judiciaire qui les opposait depuis 2 ans autour de l'héritage du rocker décédé en 2017. L'avocat de Laetitia Hallyday a annoncé la conclusion d'un accord définitif entre la veuve de Johnny Hallyday et sa fille Laura Smet, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux États-Unis. Ici, voilà plus de 2 ans que David Hallyday et Laura Smet ont engagé une bataille judiciaire contre la veuve de leur père pour obtenir leur part d'héritage dont ils estiment avoir été privés par le testament de la rockstar. Place à présent à la rubrique Afro-numérique avec Arzouma Compaoré. Salut Arzouma. Aujourd'hui, nous allons en Tunisie pour rencontrer Samia Shelby. Elle est la fondatrice et en tout cas la gérante de NetInfo, qui est une école qui forme les jeunes Africains aux carrières de l'animation, de la 3D en particulier. Alors, Samia, NetInfo, c'est quoi? NetInfo, c'est une folie, c'est une aventure que j'ai eu l'idée de la lancer depuis 99. On accepte des autodidactes, des gens qui ont la passion et qui veulent suivre un cursus. Donc, ils viennent, ils suivent le cursus. Et on a banalisé avec cette question de diplôme parce que ce qui compte à la fin, l'étudiant, il sort avec un portfolio. Il sort avec un film d'animation. S'il est rentré pour produire un film d'animation, il sort avec un film d'animation qui peut l'imposer sur le marché. Donc, on a les spécialités 3D orientées vers la visualisation architecturale, vers le design produit, vers les films d'animation, vers le gaming. Et quand on dit gaming, tout ce qui est 3D interactif temps réel, donc la production VR, la production de mixed reality, extended reality. Samia, juste une anecdote, c'est dans les années 2000 effectivement que je découvre NetInfo. Je suis à l'époque un jeune étudiant et je cherche à faire de l'animation.
Et dans mes recherches, je découvre justement Lui Lumière, La Fémis, Net Info. Je découvre une école qui forme enfin, c'était pas à l'époque, je pense, une école, c'était un institut ou quelque chose, c'était plus structuré, moins une école. Un training center, c'était. Voilà, c'était un training center, je pense, à l'époque, voilà, effectivement. Voilà, ça, et puis bon, oui, finalement, je suis allé en France et puis ensuite aux États-Unis ici, où j'ai terminé mes études en film d'animation. Quand aujourd'hui on pense industrie créative en Afrique, on peut pas s'empêcher de penser FESPACO au Burkina, Carthage aussi, mais la 3D, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est justement vulgarisé à ce point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser des choses. Nous, on a monté un festival, le festival de la 3D, et c'était comme ça qu'on s'est rapproché du modèle de l'écosystème tunisien. Et dernièrement, ce qu'on a organisé avec Autodesk, et pour la première fois, 3D for Africa. Samia Shelby, merci beaucoup pour cet entretien et pour ces paroles qui viennent du cœur. Merci infiniment, Mr. Arzuma Compaoré. Nous sommes tous des techies. Je suis techie moi-même, j'adore la technologie. Donc ce segment, c'est aussi un segment préféré de Roger Munto, pourquoi pas. Direction le Sénégal, encore une fois, comme moi j'aime beaucoup le Sénégal, j'adore Dakar. Donc on va encore au Sénégal, où nous partons à la rencontre de deux jeunes inventeurs, pas comme les autres, hein. Malik et Kenny sont encore lycéens. Oui, vous avez très bien compris, ils sont encore lycéens, mais avec les moyens limités et beaucoup d'inventivité, ils ont réussi à mettre en place un dispositif visant à lutter contre le Covid-19. Vous avez très bien compris, contre le Covid-19. Nous vous proposons de découvrir leur portrait avec notre collègue Alexis Lekogo. Au lycée privé sénégalo-américain de Dakar, Malik fait un dernier réglage. Après des heures et des heures passées en programmation, la nouvelle caméra à intelligence artificielle qu'il a créée avec son ami Kenny est prête. Un dispositif qui permet de faire respecter la distanciation physique. Une fois que les personnes seront sûres que la distance est respectée, le nombre de personnes n'est pas dépassé, je pense qu'ils seront plus rassurés pour aller dans les grandes surfaces sans contrainte. Dans le laboratoire de leur lycée, Malik et Kenny réfléchissent à leur nouveau projet. Un bracelet connecté aux urgences qui mesure en permanence les constantes vitales de son utilisateur. Élèves en classe de première scientifique et membres du club de robotique, leur passion pour les nouvelles technologies ne date pas d'hier. En étant enfant, je me souviens que j'ai cassé un peu de la radio de mon père. Puis j'essayais de voir ce qu'il y avait dedans, etc., etc. Et du coup, à partir de ça, mon père a commencé à acheter des bouquins scientifiques, des bouquins sur la technologie, etc., etc. Leur modèle, le Sud-Africain Elon Musk, qui bouscule l'industrie spatiale. Une fois les études terminées, Malik et Kenny rêvent tous deux de devenir ingénieurs. Malik dans le domaine de l'aérospatial et Kenny dans l'automobile. Le monde appartient aussi à ceux qui peuvent imaginer. C'était joliment dit. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à ces jeunes chercheurs et on espère les retrouver très bientôt avec de grandes inventions. Je vous propose de faire la connaissance d'un des personnages de la série ivoirienne Cacao en la personne d'Olivier Kissita. J'ai eu l'honneur de faire son interview il y a quelques minutes. Il m'a tiré sur mes parents. Il est dans le coma. Les tensions familiales éclatent au grand jour. Ça suffit avec ça, mais c'est pas possible. Olivier Kissita, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, en métropole, vous êtes une personne que beaucoup de personnes connaissent car vous êtes youtubeur et réalisateur. Le public africain commence à vous découvrir, notamment grâce à cette série Cacao. Comment vous êtes retrouvé sur ce tournage ? Alors, j'étais en train de tourner un film sur Paris, dans lequel je jouais d'ailleurs, et j'ai reçu un message de la part d'Adélaïde Ouattara, qui est une excellente directrice de casting ivoirienne, me disant que la production avait déjà commencé son casting en Côte d'Ivoire, qu'ils avaient ensuite ouvert à l'international, et que donc ils cherchaient leur Anthony Desva. J'ai donc dû envoyer une self-tape avec 2 ou 3 scènes à préparer. Ils m'ont recontacté très rapidement et m'ont demandé de partir quelques jours plus tard pour Abidjan pour commencer le tournage. Donc ça s'est fait assez rapidement. Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce personnage que vous avez abordé dans la série Cacao ?
J'aime beaucoup ce rôle d'Anthony Desva. Je trouve qu'il a été très bien écrit, il y a une belle profondeur et voilà, ce que j'aime bien chez les personnages, c'est leur complexité. Anthony Desva a un lien vraiment privilégié avec son pays d'origine, avec sa culture d'origine, avec sa famille. Il a une culture un peu extérieure, une culture internationale et s'opère en lui de manière un peu quotidienne, un peu régulière. Des conflits de valeurs. Olivier, vous êtes originaire du Congo et également des Antilles grâce à votre maman. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce métissage? Est-ce qu'il y a plus de choses qui rapprochent l'Afrique, les Antilles, que de choses qui séparent? Comment vous avez vécu ce métissage? J'ai eu la chance d'avoir une grande partie de ma famille qui est effectivement antillaise, guadeloupéenne, et j'ai l'autre partie tout aussi grande qui est congolaise. J'ai eu la chance donc de vivre un peu avec les deux dans ma vie. Et l'une des choses que je pourrais retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressemblances que ce qu'on pourrait imaginer. Le plus important, c'est de voir ce qui nous rassemble, en fait. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment ça. Tu fais passer tout le monde pour des catins, mais attends! Ah, cette série, en tout cas, moi, j'applaudis. Bravo à toute l'équipe, hein. Bravo à toute l'équipe, un très bon boulot. Ah ouais, le Dallas africain, ça j'adore. J'adore, vraiment, bravo à tout le monde. C'est un travail de titan. Messieurs Alex, en tout cas, bravo, super. Et on commence déjà à vous dire merci beaucoup à vous tous qui êtes restés comme d'habitude à suivre cette émission clouée devant vos petits écrans pour nous suivre comme d'habitude. Merci infiniment à toutes nos chaînes partenaires qui diffusent cette émission chaque semaine. On vous dit merci infiniment. J'ai salué aujourd'hui mes amis de Dakar, nos téléspectateurs de Dakar, de Bamako. Je salue nos amis de Lubumbashi, nos amis de Kolwezi. Je salue nos amis de Goma, de Bujumbura et bien sûr de Brazzaville. Merci aussi à notre staff. Merci infiniment à Salwa Jafari, à Chérubin Gabi Dorsil. Merci à Jean-Louis Mafema. Merci infiniment à vous tous pour tout ce que vous faites. N'oubliez pas, les amis, de aussi me consulter sur ma page Facebook Roger Montou, La Voix de l'Amérique, ou alors sur mon Twitter RM Show VOA. Je suis aussi chaque jour sur dans l'émission radio RM Show que vous écoutez à la radio RM Show. Allez, il faut me suivre aussi là-bas, comme ça on discute beaucoup plus. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de La Voix de l'Amérique.